Donc on va démarrer à l'heure. Merci d'être tous ici. Donc aujourd'hui, c'est un grand séminaire de rentrée. Ravi de vous voir aussi nombreux. Donc aujourd'hui, nous recevons Denis Andro. Merci Denis d'être parmi nous. Merci à vous. Qui est physicien des matériaux et expérimentateur. Il est professeur à l'université Clermont-Auvergne, à Clermont-Ferrand. C'est un spécialiste de la physico-chimie du manteau inférieur, du noyau et de la terre primitive. Il est membre du laboratoire Magma et Volcan. Il a participé tout au long de sa carrière à d'importants développements expérimentaux dans les laboratoires où il a travaillé, ainsi que sur les anneaux du synchrotron à Grenoble et sur le plateau de Saclay. Et actuellement, il est responsable du LabEx Clairvolc, pour qui la science des volcans s'étend jusqu'au noyau terrestre et remonte à la formation de la Terre. Merci. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être ici. C'est pas la première fois et j'ai bien sûr plaisir. Comme vous avez sûrement pu lire là, dans le petit synopsis qu'on a écrit, je vais essayer de faire une histoire de la Terre, de son évolution. J'ai pris le parti de ne pas trop traiter de controverse, mais plutôt quelque chose d'assez linéaire, qui raconte quelque chose qui, moi, je crois être juste, mais plein de gens pourraient avoir des avis différents sur plein de points à discuter, et que tout est quand même en train de se positionner, et ça prendra du temps, des choses qui sont plus dures à résoudre et d'autres moins. Et l'idée de ce schéma et la caractéristique principale de la Terre, je vais l'illustrer. Le point de départ, je vais expliquer pourquoi j'appelle ça le point de départ. C'est illustré par ce petit film qui montre qu'une fois que la Terre a été accrétée, que le noyau s'est formé, donc ça prend 50 à 100 millions d'années. En fait, la Terre a subi un événement majeur qui a redémarré l'horloge à zéro. C'est-à-dire, quelles que soient les choses qui se sont passées avant, certains ont dit qu'il y a pu y avoir même de la vie qui s'est développée éventuellement, peut-être de l'eau en surface, peut-être toutes sortes de dynamiques internes de refroidissement. Il y a eu un impact géant qui a fondu quasiment la totalité de la planète, qui a changé ses moments d'inertie, tous les paramètres classiques. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé par la suite, à part les interactions astronomiques et puis le fait d'être à cette distance précise du Soleil, qui est une distance qu'on appelle la zone habitable. Mais c'est un point de départ, et je dirais à la fin, c'est un point de départ, en fait, toute planète qui se trouverait à cet endroit avec une taille à peu près similaire et qui subirait un impact géant de cette sorte, pourrait éventuellement, devrait suivre à peu près la même histoire. Ça ne veut pas dire qu'on a compris exactement comment ça évolue, mais naturellement, il y a un point de départ ici qui est extrêmement chaud et qui est potentiellement, on pourrait le retrouver éventuellement ailleurs, dans d'autres systèmes planétaires. Alors, là, je vous ai montré l'impact géant. Je vais l'arrêter plus loin. En fait, la Lune, juste, alors ça c'est une vidéo, c'est la seule que j'ai récupérée sur YouTube, j'ai pas l'original. En fait, la Lune s'est fait à partir de ces petits points qui sont ici, là en haut, et les mécanismes de formation de la Lune. Bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici, hein, ça va être surtout la Terre. Mais il y a encore des controverses sur le fait que est-ce que c'était des petites particules comme ça qui se sont agglomérées pour faire la Lune ici, ou bien à partir d'un nuage de particules extrêmement plus faibles, voire de vapeur. Bon, il y a des discussions sur le sujet, mais c'est pas tellement, ça ne nous intéresse pas. On va plutôt s'intéresser, nous, à la planète elle-même, une fois qu'elle a été choquée et comment elle évolue avec le temps. Et puis on va aller quasiment jusqu'au présent. Alors bien sûr, on ne fera pas la tectonique, etc., parce que c'est pas le sujet, mais on va essayer de voir comment ça évolue à partir de ça. Alors, je vais utiliser pas mal de diagrammes de phase, donc je vais présenter celui-là avec en prenant un peu le temps.
Je commence par l'état thermique actuel de la planète et juste après je vais revenir sur l'état thermique après l'impact géant. Ici, il y a la profondeur intérieure de la Terre. Cette partie ici, c'est le noyau. Cette partie ici, c'est le manteau. Ça, c'est le profil de température actuelle. Je vous parle en surface, ça va jusqu'à 300 Kelvin, ici la température. Donc on a ici une augmentation assez rapide de la température jusqu'au manteau. Ici, nous avons le profil de température à l'intérieur du manteau, entre la surface et puis après ici jusqu'à 2500, voire 2800 km de profondeur. Ce truc-là marche plus très bien. Non, je sais vérifier. C'est le laser. En tout cas, ce n'est pas grave. Ici, j'ai mis les courbes de fusion du manteau, qui sont donc selon différentes hauteurs ici, pour un manteau péridotite, un manteau pyrolitique. Ça va très bien comme ça. Oui, ça va. C'est encore mieux. Ou des basaltes qui seraient subductés. On voit ici donc il y a le solidus, c'est-à-dire le moment où le manteau commence à fondre. Donc il est bien ici pour le manteau à 2000 km de profondeur par exemple, près 1500 Kelvin, plus chaud que la température actuelle. Donc actuellement le manteau est solide. Et puis le noyau ici, que je ne vais pas beaucoup décrire parce que c'est pas tellement le sujet, mais avec une partie solide, la graine, et puis une partie externe. Ici aussi c'est la température en gris, et ça c'est la courbe de fusion qui est en rouge. Donc après l'impact, on avait donc une température, on ne sait pas jusqu'à quelle température elle est montée, mais on pense que la quasi-totalité de la Terre a été fondue lors de cet impact. Vous avez vu, c'est quelque chose d'extrêmement énergétique. Et donc on a un profil de température ici, qui se retrouve au-dessus non seulement du solidus, qui est le début de la fusion des roches du manteau, mais même du liquidus, où c'est la fin de fusion, donc l'intégralité du manteau était probablement fondue après l'impact. Donc, si vous regardez la différence entre les deux, ça fait une énorme différence de température, donc une énorme énergie stockée dans le manteau, qu'il va falloir faire sortir de la Terre pour arriver jusqu'à un état moderne. L'état moderne, c'est à peu près il y a 2 milliards d'années par rapport à aujourd'hui, quand on est dans la zone du protérozoïque. Alors, du coup, je vais découper en différentes phases le refroidissement. Une première phase, c'est le refroidissement de l'océan magmatique. Une deuxième phase, c'est donc le refroidissement et la solidification de l'océan magmatique. La deuxième phase, c'est une fois qu'on a atteint un état solidifié, il y a encore des zones de fusion, il y a encore beaucoup de liquide à l'intérieur de la Terre, mais on a un système plus visqueux. La deuxième phase, c'est le refroidissement complet, la cristallisation complète, même s'il y a encore des petites zones de fusion, même aujourd'hui, mais c'est le refroidissement, la solidification, la cristallisation complète qui va mener jusqu'à la transition archéen-protérozoïque, et puis la zone moderne après aujourd'hui. Donc dans la phase 1, elle est extrêmement rapide, elle est difficile à modéliser en 2 dimensions, on fera des modélisations en une dimension. Pourquoi? Puisque la turbulence est telle dans un océan magmatique, la viscosité est celle de l'eau, il y a des gradients de température gigantesques. Donc la turbulence a des distances caractéristiques de convection qui sont de l'ordre du centimètre, de dizaines de centimètres, donc on ne peut pas modéliser ça en 2 dimensions, et plutôt en une dimension. Alors il faut s'imaginer une planète avec une surface où il y a de la radiation permanente, une croûte extrêmement fine qui craquelle tout le temps. Donc la radiation thermique à la surface est gigantesque. En quelques minutes, on va avoir des zones de surface qui vont se refroidir un petit peu, mais qui ne vont pas réellement empêcher le refroidissement. Donc ça, c'est une modélisation en 1D qu'on a fait sur du refroidissement. Enfin, c'est un papier fait par un collègue. Donc là, je reprends le diagramme, toujours ici la profondeur, mais là on se place dans le manteau uniquement. Ici on a
la frontière noyau-manteau ici. Ici, on a la surface, mais j'ai pas extrapolé jusqu'à 300 degrés ici. En fait, très vite, on arrive à des températures qui sont de 500, 700 degrés sur ces plaques ici, avec une radiation forte. Le profil de température, ici, on est parti sur au temps égale 0, qui est l'impact géant. On a pris une température qui est celle-ci. Mais en fait, on aurait pu prendre un peu plus haut, ça n'aurait pas changé énormément parce que les premières étapes sont extrêmement rapides. Et donc, quand on calcule le refroidissement à l'intérieur de la planète en modélisant le transfert d'énergie thermique, assez vite, en 5000 ans, on a commencé à diminuer considérablement la température assez proche de la surface. Puis 13 000 ans et 250 000 ans, on se retrouve avec une position ici entre le solidus et le liquidus que je vais décrire dans un instant. Il se trouve qu'ici, dans cette modélisation, non seulement on a fait le calcul en regardant comment se refroidit un manteau, mais aussi, c'est pas écrit ici, mais le manteau, il est derrière. Le noyau est derrière. C'est-à-dire que toute l'énergie qui était stockée dans le noyau, si on avait quelque chose de très chaud, le noyau aussi a fourni à évacuer la chaleur pour se ramener ici à la même température ici, je vais en parler dans un instant. Donc on arrive à un état où, quel que soit l'état thermique qu'on utilise au début, on arrive toujours au même état ici, qui est celui que je vais décrire dans le transparent suivant. Pourquoi ici c'est le point où on appelle ça la transition rhéologique, la transition visqueuse, c'est vraiment où les nombres de grains, donc entre solidus et liquidus, on a un mélange entre un liquide et des grains qui sont solidifiés. La transition visqueuse, c'est le moment où les grains sont tellement nombreux qu'ils commencent à interagir entre eux au point d'avoir une viscosité qui ressemble plus à celle du solide qu'à celle du liquide. C'est-à-dire que tout ce travail ici, tout ce refroidissement se fait comme si on avait du liquide, même s'il y a déjà, dès qu'on rentre ici, un petit peu de grains qui sont présents, qui commencent à cristalliser. Ici, on commence à cristalliser, à solidifier du manteau. Mais en fait, la turbulence est telle qu'on va garder le mélange. Je vais en parler un petit peu après. Et quand on arrive ici, on a solidifié 60 à 70% du manteau, c'est des grains, et on arrive à quelque chose qui est visqueux. Et tout d'un coup, comme on a un manteau visqueux, on modifie radicalement la dynamique du refroidissement. On arrive avec des distances de convection et de mouvement beaucoup plus grands, et le flux de chaleur à la surface diminue de plusieurs ordres de grandeur lorsqu'on atteint ce niveau. Donc c'est la fin de la zone de la phase 1. On est sur cette partie. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est pour illustrer, ça c'est une tomographie de roches, en fait, c'est basalte et olivine, c'est pas exactement le manteau, mais pour vous montrer, quand on a une fraction de liquide qui est relativement faible, le solide se comporte comme le mélange se comporte comme le solide, et on a une viscosité très forte, et on va pouvoir maintenir une fraction de liquide tout en ayant un comportement du manteau qui est très visqueux. Donc l'état à la fin de la phase 1, qui est courte, comme je disais tout à l'heure, quelques 100 000 ans, c'est un manteau partiellement fondu, mais sur une grande gamme de profondeur, un gradient de température dans le manteau qui est extrêmement raide, puisqu'il va suivre le solidus, donc une quantité de chaleur encore énorme en excès par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Et là, j'ai fait un petit dessin pour la température du noyau. Comme je vous disais, le noyau, dans ses modélisations, il est là avec son CPI, avec sa capacité calorifique, avec sa masse, avec toute sa chaleur. On l'a inclus dans la chaleur à évacuer à la surface. Le noyau, qu'on prenne le noyau initialement à 5000 degrés, 6000 ou 7000 degrés, en fait, on voit que en 50, 100 milliers d'années ou 150 milliers d'années, en fait, on arrive à peu près au même état. C'est-à-dire que sur la figure précédente,
on arrive toujours ici. Et c'est pour ça que j'appelle la Terre, on peut dire que c'est l'état le plus chaud, c'est une planète les plus chaudes des planètes qu'on peut créer comme de cette taille-là, de ce système-là, parce que en fait, on a déjà overshooté, en fait, on a dépassé déjà les températures limites du système, on a tout fondu, on arrive là, et le point de départ, en fait, c'est celui-là, avec un manteau, en pleine phase 1, il va suivre après toute la tectonique et toute la limite du manteau. Il ne dépend pas tellement de la quantité de chaleur qu'on donne initialement. Ce qui est important, c'est d'avoir un impact géant. Enfin, ça dépend un petit peu quand même, mais ce n'est pas ça qui est majeur. Ce qui est majeur, ce sont ces deux états. Un état d'un manteau extrêmement chaud, partiellement fondu, et un noyau qui a une température ici qui est à peu près identique à celle entre solidus et liquidus du manteau au niveau de la frontière du noyau-manteau. Donc ça, c'est pour l'état thermique. Donc, j'aurais pu ici, mais je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu remettre le profil de température actuelle pour vous montrer qu'après 250 000 ans, il y a quand même encore un énorme chemin à réaliser pour revenir à la situation actuelle. On va passer à la phase 2. Une question qui reste très ouverte, qui affecte un petit peu la discussion que je viens d'avoir sur le refroidissement, mais finalement, marginalement, à mon avis. C'est le problème de la sédimentation des grains qui se forment. Donc, ce sont des grains de bridgemanite, c'est une phase du manteau inférieur qui est un peu plus dense que le manteau. En tout cas, au début de la solidification. Après, elle n'est pas très riche en fer et le manteau, le liquide, le magma peut s'enrichir en fer et ils peuvent avoir une densité similaire. La question qui se pose, et elle est toujours assez discutée, est-ce que quand on a solidifié ce sol magnétique, est-ce qu'il était homogène chimiquement ou pas? Ça reste une discussion ouverte. Le problème, il est lequel de ces deux effets l'emporte? Un effet de sédimentation qui est logique puisque les grains de bridgemanite et le magma qui sont mélangés, la bridgemanite qui est en train de cristalliser, n'ont pas la même densité. Donc on pourrait s'attendre à une sédimentation, mais en même temps, la turbulence est extrêmement violente et donc il y a réentraînement des grains de bridgemanite au milieu du mélange. Et les modélisations qui datent de plusieurs dizaines d'années, c'était Caltech qui avait fait ça sur le Macoff, Stevenson, montre tant qu'il n'y a pas d'effet en surface qui vont freiner le refroidissement et stopper cette turbulence majeure du début de l'histoire de la Terre, tant qu'il n'y a pas des effets particuliers proches de la surface et que la taille de grain ne peut pas se développer comme il faudrait, on risque de se retrouver dans un système avec un manteau relativement mauvais. Mais allons un peu plus loin. Donc, comme il y a compétition entre deux effets, en fait, on a deux modèles qui s'opposent. Un modèle avec une cristallisation quand même par le bas, puisque vous avez vu tout à l'heure, le profil de température et le profil de solidification n'ont pas la même pente, et c'est plutôt au fond du manteau qu'on commence à solidifier, ou vers le milieu du manteau qu'on commence à solidifier quand on refroidit le sol magnétique. Donc ça, c'est vers un petit gradient chimique vertical, mais quelque chose de relativement homogène, ou alors une ségrégation majeure, c'est-à-dire que des grains de bridgemanite qui se déplacent soit vers le milieu du manteau, soit vers le bas du manteau, parce que ce phénomène-là l'emporte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour discuter ça? On a la modélisation, et puis les calculs thermodynamiques pour regarder la densité relative de la bridgemanite, pour savoir si on devrait avoir de la sédimentation. Et puis on a aussi l'observation aujourd'hui. Donc, vous le remettrez plusieurs fois, ce diagramme, je l'aime bien parce que il est ancien, et donc ce groupe d'auteurs avait déjà capté finalement l'essence de ce qu'est la Terre aujourd'hui. Donc il faut, par rapport à notre modèle, à notre discussion, il faut aussi que ce qu'on développe ici
ressemble à ce qu'on voit aujourd'hui, parce que sinon on est un peu embêté, c'est quand même important. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour le détailler maintenant, et puis je reviendrai à la question qui est posée en haut. Donc on a un manteau, qui est celui qu'on a sous les pieds, on appelle ça de la pyrolite ou de la péridotite. Si vous retirez des basaltes, vous avez de la péridotite. Si vous êtes plus enrichi, vous avez de la pyrolite. Donc un manteau appauvri ou moins appauvri. J'ai repris ici les termes qui étaient ceux de la publication. On discutera après, est-ce que c'est primitif, est-ce que c'est appauvri. Bon, ça va être appauvri. En particulier pour des matériaux qui vont aller proche de la surface et fondre partiellement dans les rides, mais il y a des zones plus ou moins fertiles ou moins fertiles. Et puis il y a des zones en bas. Alors, ces manteaux primitifs, aujourd'hui, on les appelle LLSVP, qui veut dire sismiquement des larges provinces avec des vitesses sismiques un peu plus faibles. Alors, je vous en parlerai un petit peu après. En fait, elles sont plus localisées que ça. Il y en a deux grosses LSVP qu'on observe, qui sont pas continues sur toute la surface du noyau. Et ici, on a des secondes, ça a changé de nom, ça n'existe plus trop, des secondes, on appelle ça ULBZ, les acronymes. ULBZ veut dire en sociologie ultra low velocity, c'est-à-dire des zones où les vitesses sont extrêmement lentes et ne sont pas continues. En fait, elles sont très localisées, il n'y en a pas beaucoup très localisées, et voilà un petit peu. Donc, bon, chacun choisit son camp, mais voilà, c'est s'approcher de la réalité. Nous, on a essayé de faire un petit modèle récemment avec Julien Mathieu encore, où on a regardé en fait toujours avec des modèles en boîte, par comme sol, dans une boîte de 1 mètre par 10 mètres, où on a mis des particules et on regarde quel type de turbulence est capable de réentraîner, quel type de grain, en changeant la taille de grain, en changeant la viscosité, en changeant la force de turbulence. Et puis on a construit un petit modèle empirique, disons, ou analogique, empirique, pardon, sur la base de ces résultats en faisant varier les paramètres. Et puis en couplant avec un diagramme de phase, un diagramme de fusion, où pour un manteau pyrolytique qui se trouve, il y a 3 phases dans le manteau inférieur, la ferropériclase, desmawite et bijmanite, FeO, CaSiO3 et MgSiO3. On a un petit modèle thermodynamique qui permet de décrire quelle est la densité du liquide et des phases de la bijmanite qui cristallisent en fonction du temps, de la température et de la pression. Et en faisant tourner ça, les deux principes, soit de ségrégation ou non, on voit qu'il y a très peu de ségrégation, et aussi en tenant compte du fait que dans le manteau profond, on a, comme le proposait ici Solomatkov et Stevenson, au fond du manteau, on va commencer à atteindre cette limite de transition visqueuse avec 40% de liquide seulement, que les grains commencent à bloquer à piéger du liquide, et puis le front de solidification, même si les partiels progressent, en utilisant ce modèle de refroidissement. On arrive sur ici c'est la profondeur, ça c'est la fraction de Bridgmanite, ça c'est les autres éléments incompatibles. On arrive à trouver que la solidification du sol magmatique devrait quand même produire un certain gradient, avec plus de Bridgmanite, donc plus pauvre en déplété, appauvri, avec la profondeur, donc plus appauvri au fond et plus riche ici, avec en haut la pyrolite qu'on arrive à reproduire. Le pyrolite serait donc ce qu'on recrache vers le haut lorsque on solidifie par le bas le sol magmatique. On a une sorte de liquide qui ensuite solidifierait peut-être plus dans son intégralité sur la partie supérieure du manteau. Bon. Et donc disons que ça reste encore en discussion sur le modalité de Paris. Donc là, je vous ai décrit
un manteau plutôt homogène. Alors, deux petits points. D'abord, c'est toujours en discussion, ces choses-là. Moi, je crois plutôt à ce type de modèle. Quelques petits trucs à pas oublier. Ici, quand les auteurs ont écrit manteau primitif, c'était pas pour rien, c'est parce que la géochimie voit des zones très anciennes qui n'ont pas été recyclées. Il y a des panaches, aussi bien au niveau de l'hélium qu'au niveau du tungstène, du néodyme, des zones cachées. Et en fait, à la mode, aujourd'hui, on dit c'est tout fondu, mais c'est quand même un impact qui a eu lieu, et quelle était sa violence, quel était son poids, quelle était la façon dont cet impact a été fait. On n'est pas sûr, en fait, que l'impact qui a formé la Lune a fondu l'intégralité de la Terre. Peut-être le profil de température était un peu plus bas que celui que je vous ai montré au début, et dans ce cas-là, on va conserver des zones qui ne seront pas fondues complètement. Donc ce manteau primitif, ça peut être ça peut être des zones qui est un manteau plus chondritique, qui serait toujours présent à la base. C'est pas possible, ça ne remet pas tellement en cause les modèles de refroidissement, parce que c'était quand même un océan aquatique très profond, mais peut-être que le matériau primitif n'a jamais complètement fondu. Aujourd'hui, là, on a maintenant il y a deux beaux papiers de tomographie sismique de ces zones qu'on appelle les zones LSVP, donc qui sont ici le manteau primitif. Et en fait, elle montre un taux de bridgemanite qui est assez élevé, et donc qui est plutôt en accord avec soit du matériel primitif, chondritique, qui est riche en CO2, soit le petit modèle qu'on a fait avant, qui montre qu'en solidifiant par le bas, on a plus de cristaux de bridgemanite qui se positionnaient plus au fond sur le noyau. Donc, on va passer dans la phase 2. Donc, je vous rappelle les grandes caractéristiques: un refroidissement très rapide, quasiment homogène, beaucoup de flux de chaleur à la surface, un système ultra turbulent, mais qui solidifie, en tout cas jusqu'à la fin de la phase 1, partiellement. C'est plutôt un mush avec 20, 30, 40% de liquide. Et c'est à partir de ça qu'on va passer dans une autre phase. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit déjà, on n'a plus les mêmes viscosités. C'est fini quelque chose qui a la viscosité de l'eau et qui refroidit à fond et qui transfère la chaleur à fond de ballon. On a quelque chose qui est visqueux, on a plus de 10 ordres de grandeur en viscosité, et tout se ralentit et tout se reclôture un petit peu différemment. Donc, j'ai trouvé ce petit film là que j'aime bien, même s'il ne correspond pas exactement à la réalité. Ce petit film, donc c'est de la convection dans une petite boîte. On voit qu'au début, la convection est extrêmement je vais revenir, à très petite échelle. Et alors la raison pour laquelle ça ne correspond pas parfaitement à notre système, je vais décrire après sur le diagramme de phase, c'est que ici, on a un gradient thermique qui est très fort, au contact avec une plaque chaude. Ici, on a un contact avec une plaque froide. Et en fait, dans la Terre, donc j'ai remis ici le 150 000 ans après l'impact, qui est donc ce point-là où on a solidifié quasiment sur toute l'épaisseur. En fait, si vous isolez une zone ici, et que vous calculez le nombre de relais, donc ça permet de savoir si on a atteint la limite critique pour faire la convection ou pas, la réponse est oui. C'est-à-dire que il suffit ici, à tous les niveaux, ici vous avez atteint ici les valeurs critiques du nombre de relais pour que, à cause des gradients de température, à cause de la viscosité et des autres paramètres de dilatation thermique, etc., vous avez atteint ici une zone où la convection est nécessaire, est possible pour transférer la chaleur plus vite. Ici, c'est pareil, il va être possible ici, alors qu'aujourd'hui, je vais faire le diagramme un peu différemment, mais aujourd'hui, sur tout l'intérieur du manteau, ici, où vous calculez le relais, c'est bien, le relais où on est un gradient adiabatique,
il n'y a quasiment pas de viscosité, de convection ici, parce que le bas de température est trop plat. Ici, oui. Donc en fait, le vrai diagramme qu'il aurait fallu mettre, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas fait non plus, c'est qu'en fait, partout dans le manteau, vous avez de la convection à très petite échelle qui évacue la chaleur dans l'intégralité de la profondeur du manteau. Donc je reviens sur ce diagramme ici. Je vais laisser tourner l'autre parce qu'on va parler de la fin après. En fait, il va falloir évacuer une quantité de chaleur gigantesque, alors que l'état du manteau est déjà assez solide. Quand on fait le calcul sur 2 milliards d'années, en calculant ici, on a à peu près 1500 degrés de différence sur la masse du manteau. Si vous mettez 40 TW à la surface, qui est à peu près ce qu'on a aujourd'hui dans un état assez calme, il faut 2 milliards d'années, rien que pour évacuer, pour passer de là à là avec un peu de chaleur de 40 TW à la surface, sans compter le fait que le noyau donne de la chaleur, qu'il y a des éléments radioactifs qui font de la chaleur, etc., toutes les sources de chaleur qu'on a aujourd'hui, qui étaient déjà présents, voire encore plus importants. Donc c'est une quantité de chaleur énorme. Donc ça va pas se passer exactement comme aujourd'hui. C'est pour ça que la vie, il y a eu la vie, et je ne vais pas tellement différencier les deux, mais c'est logique que ça ne soit pas la même chose qu'aujourd'hui. On avait 2-3 fois plus de chaleur à évacuer que ce n'est le cas aujourd'hui. Alors vous avez sûrement vu sur le film, il s'est créé progressivement des mouvements collectifs de plus grande échelle. Au début, c'était très petite échelle, donc il faut imaginer que le système arrive à évacuer de la chaleur, mais n'a pas besoin de mouvements de coopération de grande échelle. Et les mouvements de coopération de grande échelle se font plus tard, quand le manteau va se rapprocher du gradient de température actuel. Est-ce que j'ai pas dit signe? Peut-être rien. Voilà. Alors, quelques spéculations. Comme vous le savez, le volcanisme n'a pas toujours été le même qu'aujourd'hui. On a eu des comatites et ce qu'on appelle les NIPS, des grandes provinces linéaires, donc des large provinces, donc des énormes épanchements de lave à la surface, qui ont couvert des surfaces gigantesques, et des laves. Alors, est-ce que les comatites et les ellipses, ce sont normalement des choses qui sont distinctes d'un point de vue géologique? Et les comatites sont plutôt des laves qui ont été générées à très grande profondeur, alors que les ellipses n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin simplement de beaucoup de volume. Bon, il y a peut-être un continuum entre les deux. Peut-être que les comatites ont eu beaucoup de volume, mais il en reste aujourd'hui très peu parce que c'est des laves anciennes. Et en fait, notre petit modèle thermique, ici, avec un refroidissement assez lent, donc là, ça aussi, on a modélisé en une dimension. Pourquoi? Parce que dans cette zone ici, vous avez peut-être déjà remarqué que le profil de température, en rouge sont des profils de température, est au-dessus du point de fusion, des courbes de fusion du manteau, c'est-à-dire que dans ce modèle, dans ce système, ici, on aperçoit qu'il reste dans le manteau supérieur pendant 2 milliards d'années peut-être, une des régions où on va observer de la fusion partielle. Le manteau supérieur, potentiellement, était fondu pendant 2 milliards d'années, et peut-être que la transition, je déborde sur ce que je dis après, probablement que la transition archéenne-protérozoïque va marquer en fait la fin d'une fusion sèche. Bien sûr, aujourd'hui, il y a toujours de la fusion, mais il y a des zones très, très spéciales, là où on a des éléments volatiles, de l'eau et du CO2. Mais ici, on est carrément trop chaud, et le profil est très élevé de température, et donc on va passer d'une fusion sèche permanente, c'est-à-dire ici, il y a toujours des liquides et des solides qui coexistent avec une viscosité assez faible dans le manteau supérieur, même si on reste avec des taux de fusion assez faibles pour que la viscosité ne soit pas zéro, hein, mais il reste une viscosité un peu plus élevée, mais les liquides présentent aussi une viscosité un peu plus faible. Mais il n'empêche que
Dans ce modèle, si vous, une fois que vous avez commencé à établir des convections à grande échelle, si vous prenez ici une région dans le manteau, donc à 1,5 milliard après Moonforming Impact, MFI, le grand impact, ou il y a 3 milliards d'années, et que ce mouvement, cette zone est emportée par une convection de grande échelle vers le haut, elle va suivre cette courbe bleue, qui est son profil de décompression adiabatique, et elle va fondre à très grande profondeur, et elle va fondre jusqu'à la surface ici pour générer potentiellement un psychomatique. Alors on s'est fait poser des questions avec un étudiant qui a fini, donc ça c'est la prochaine diapo. Donc on a fait un paquet de manips. Ici c'est pas sans pression du coup, parce que en manip on fait plutôt la pression que la profondeur, mais c'est à peu près la même échelle. Ici dans les deux, c'est pas la même, c'est pas linéaire les deux échelles, mais on a la même chose de côté. Ici j'ai apporté le solidus, en dessous du solidus il n'y a pas de fusion. Au-dessus du liquidus on fond intégralement. Entre les deux on a une fusion progressive sur relativement linéaire entre les deux. Et puis on a fait plein d'expériences, on a regardé la coexistence des grains solides et des liquides pour essayer de voir à quoi les différentes chromatismes, j'ai oublié de le dire sur le transparent précédent, mais il y a différentes compositions chimiques, des barbertones, des minerotèques, des gorgonas, des basalticrites, qui sont caractérisés par leur d'aluminium, de calcium, des rapports entre des éléments majeurs, généralement, ou des éléments mineurs, pardon. Et on a identifié des zones de pression et de température au-dessus du solidus, donc où on pouvait générer ces liquides qui correspondent assez bien au niveau de la chimie à des absorbements qui sont connus pour être particulièrement anciens et d'être des laves donc graphiques de grande profondeur. Il y a des discussions aussi là-dessus, évidemment. Et donc, si vous prenez, par exemple, ce profil qui est celui que je vous ai montré dans le diagramme précédent, qui est le profil à moins 3 milliards d'années par rapport à aujourd'hui, et que vous suivez ici, eh bien, un panache qui remonterait de profondeur avec le long de cet adiabate et qui franchirait le solidus devrait produire des laves de type Barberton, de type Monroe, de type Gorgona et de type Picrite sur son chemin, et c'est ce qu'on observe pour certains âges. Ici, donc, l'âge est ici reporté là, par exemple à 4 milliards d'années. Vous avez sur certains affleurements des mélanges entre les cométides Barberton, Monroe, Gorgona et les autres, mais de toute façon c'est assez logique, puisqu'à partir du moment où vous continuez à faire remonter doucement peut-être un matériau sur cette profondeur-là, il va passer les différentes étapes. Alors qu'est-ce qui se passe exactement avec les liquides? Est-ce qu'il remonte, je ne sais pas, à quelle vitesse, tout ça, donc ça reste à comprendre, mais il est assez logique, voire même évident que si vous repartez d'un matériel plus chaud ici, il va rencontrer il va produire de la fusion en surface de façon différente selon la température potentielle de laquelle il provient. Alors je le dirai tout à l'heure, mais en fait, donc avec en continuant à baisser cette température, on voit très bien qu'ici on va générer des laves qui sont de moins en moins profonde. C'est aussi ce qui est observé, qui est que ici, au fur et à mesure que vous avancez dans le temps et que vous vous rapprochez d'aujourd'hui, il y a certaines laves qui sont celles qui apparaissent pour les pressions les plus élevées qui disparaissent, et puis ensuite on se retrouve ici avec aujourd'hui encore la possibilité d'avoir ce type de lave. Pourquoi? Parce que le manteau n'est pas parfaitement homogène, il y a des hétérogénéités thermiques dans le manteau, et donc ces panaches chauds peuvent remonter, mais pas aussi chaud au cours de l'Archéenne. Donc, ce modèle de refroidissement long est validé quelque part. Alors après, est-ce que c'était une température globale qui était très élevée ou des zones plus ou moins chaudes, ça on ne pourra pas dire, mais ce modèle de refroidissement lent est validé.
Et il y a quelques implications pour ça que je vais décrire ici. Mais c'est pas grave. Donc, la suite, c'est que les mouvements globaux ne sont pas que des mouvements qui proviennent du bas, mais des mouvements qui proviennent aussi de la surface et donc de la subduction. Bon, ça, c'est des milliers d'articles, ce que je vais vous présenter là en 2-3 transparents. C'est juste pour vous dire que qu'est-ce que nous on apporte, avec ce modèle de refroidissement lent, de continuité de la fusion partielle entre l'océan magmatique initial et la transition archéen-protérozoïque, on apporte quelques éléments à ce sujet de discussion qui, je vous dis, est extrêmement complexe et important, qui touche au début de la subduction. Donc il y avait aussi des initiations, il n'y avait pas seulement des panaches chauds qui montaient, mais des débuts d'initiation de la subduction. Beaucoup d'articles sont assez d'accord pour dire que tout se joue sur des problèmes de friction, d'accrochement, de contraste de viscosité, de contraste de température entre la partie lithosphérique et la partie asténosphérique ou le manteau. Donc là, ici, il y a deux modèles, un plus basé sur du plus géologique, un plus numérique ici, qui montre que quand on met des températures très élevées sur la partie basse, on n'arrive pas à faire de la subduction. Je vais arriver à un croquis dans le transparent. Ensuite, c'est à la fin de ce que j'appelle la phase 2, donc, et puis même pendant l'Archéen, on avait effectivement la convection qui commençait, la subduction pardon, qui commençait à s'établir, qui veut dire des mouvements de plus grande échelle, avec des différences de température plus faibles. Le modèle dont je vous ai parlé, il peut apporter un petit quelque chose en disant. Et en fait, pendant la partie initiale de l'Archéen, la fusion ici était probablement assez importante. Et quand on refroidit pour arriver jusqu'au profil de température moderne, en fait, ce qu'on fait, grosso modo, c'est qu'on diminue la quantité de fusion partielle qu'il y a entre la croûte plus stagnante et le manteau profond qui, lui, convecte plus globalement, mais séparé du reste de la surface. Donc le passage d'un système avec la fusion ici importante à moins de fusion augmente le couplage entre les deux parties et peut permettre d'initier aussi la subduction. Qu'est-ce que je veux dire à travers ça? C'est que je ne contredis pas du tout ces choses-là. Je dis qu'une manière d'augmenter le couplage, de modifier la dynamique proche de la croûte, en dessous de la croûte, et de commencer à descendre des plaques un peu plus profondément au lieu de les fondre, comme c'est le cas sur ce diagramme ici, c'est de refroidir le manteau, de le solidifier et d'augmenter le couplage mécanique entre les deux, qui est logique à la vue des diagrammes de phase qui sont ici. Bon, je vais faire une dernière spéculation, parce que c'était long de le faire, sur ce changement-là, archéen, protérozoïque, sur la fin de la phase 2, sur l'avancée vers un terre moderne. C'est par rapport à l'atmosphère, à l'oxydation de l'atmosphère. Alors vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Bon, l'idée c'est que c'est quelques observations, un peu de spéculation, puis un peu de bon sens aussi peut-être. C'est que on remarque, bon là c'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le passage d'un stagnant lead, donc d'une croûte stagnante qui est en surface, en partant de la chimie des laves. Et puis ici, donc pardon, on est sur un stagnant lead, et ici on passe sur la tectonique moderne. Donc il y a une transition tectonique très claire au niveau de l'observable géologique, aux alentours de 2,5 milliards d'années, avec quelque chose qui aurait commencé un petit peu avant, déjà sur le niveau des subductions profondes. Et, comme par hasard,
c'est aussi un moment où on a une transition majeure dans la composition chimique de l'atmosphère. On prend ici 4 ordres de grandeur sur le taux d'oxygène dans l'atmosphère au niveau du GOE, donc Great Oxygenation Event, donc de l'oxygénation majeure du manteau. Alors, beaucoup de gens ont dit que, tout le monde dit que c'est relié à l'évolution de la vie, entre les bactéries et d'autres types de bactéries. Ensuite, la spéculation ici, c'est que, en fait, c'est quand même majeur dans le sens où toute la surface de la Terre a évolué, les minéraux oxydés sont apparus, une quantité d'oxygène énorme est remontée vers la surface, et c'est le moment aussi où on établit des échanges de matériaux, des échanges chimiques entre les profondeurs, alors qu'avant on avait une croûte plus stagnante, très installée de façon assez permanente. On passe à un système où on fait des échanges vers l'intérieur, des échanges vers l'extérieur. Et d'ailleurs, les modèles, j'ai fait toute la bio, j'ai fait bien ça quand j'ai fait ce papier-là. En fait, les modèles basés sur la bio, ils sont un peu gênés à certains moments vis-à-vis de cette quantité d'oxygène à rajouter de façon numérique, quoi, il faut en amener. Et on a tendance à dire, on va peut-être enfouir dans la terre quelques matériaux un peu réduits pour augmenter l'oxygène en surface, des choses comme ça. À partir du moment où on essaye d'enfouir des choses, bien, on fait appel à la géodynamique, et la géodynamique, c'est majeur par rapport à la petite couche d'atmosphère qui est au-dessus. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une relation entre les deux, en disant, est-ce que le changement de dynamique du manteau n'aurait pas lui-même contribué ou poussé en fait le changement de l'oxygénation à la surface. Donc on a fait un modèle, un sujet-là qu'on a publié il y a quelques années, qui porte sur le fait, qui est réel, c'est que cette phase bridge-manite a une caractéristique principale, c'est qu'elle peut insérer une quantité gigantesque de fer3+, jusqu'à 40%, voire plus dans certaines conditions, mais probablement dans le manteau, c'est 40% du fer est sous forme fer3+, ce qui veut dire que pour une composition chimique donnée, on peut en parler un petit peu de la stoichiométrie, on a un puits d'oxygène qui est énorme, vu la taille du manteau inférieur, qui est à peu près 500 fois ce dont on a besoin pour faire le changement d'oxygénation au niveau de l'atmosphère. Alors, c'est quoi le principe? Le principe, il est que quand on cristallise le sang magmatique et qu'on génère cette phase bridge-manite qui contient une certaine quantité de fer3+, on a son équivalent fer 0, parce qu'au début on a comme quelque chose qui est plutôt neutre, en 2+ sur le manteau, mais on a son équivalent en fer 0 qui tombe vers le noyau et qui laisse à l'archéen un manteau en fait qui est extrêmement riche en oxygène, avec une bridge-manite oxydée et ces fer 0 qui sont partis. Et lorsqu'on se met à rentrer du matériel dans le manteau profond, on doit bien en sortir par ailleurs. Et ce grand cycle qui commence à s'exercer avec le manteau supérieur qui, lui, a une ligne très, très stricte de fer3+, soit il y a des fer3+ qui sont dans les bordins, mais avec une possibilité de générer des grandes quantités d'oxygène à la surface. Donc, en résumé, la solidification, le refroidissement lent, alors lent, quelle durée, je ne peux pas le dire. La raison pour laquelle on ne peut pas discuter de la durée de cette solidification facilement, on ne peut pas la modéliser. Pourquoi? Parce que quand on est en Indé, on ne va pas pouvoir modéliser des systèmes hétérogènes latéralement, avec de la convection, de la remontée, des panaches et tout ça. Le Indé ne peut pas faire ça. Par contre, quand on est en 2D, on ne peut pas modéliser des systèmes où la convection est à l'échelle métrique ou kilométrique, ça fait trop de cellules, la viscosité est trop faible, le système trop turbulent. Donc en fait, l'archéen, il est gênant pour ça, parce que la modélisation 1D, à un moment donné, quand on avance, la solidification augmente, on ne peut plus bien modéliser l'archéen tardivement avec des modélisations 1D, et vice versa, les modélisations 2D ne fonctionnent pas bien sur la partie jeune de l'archéen où on a encore beaucoup de fluide. Donc, en résumé de la phase 2, le refroidissement, bien sûr, tend à
aller vers le profil de température tel qu'il est aujourd'hui, avec des fusions dans le manteau supérieur qui restent certainement très fréquentes, importantes, avec des systèmes, des remontées qui produisent forcément des fusions à grande échelle et avec des chromatiques profondes, pour arriver jusqu'à un système un peu plus comme aujourd'hui, et potentiellement des équilibres chimiques. Alors après, on pourra parler aussi éventuellement de l'eau, ces choses-là, comment l'eau s'est livrée, à quel moment, etc. Avant, mais il y a aussi beaucoup de choses à voir sur les échanges ou les rétentions d'éléments entre les différents réservoirs ici. Alors phase 3, je ne vais pas en parler énormément parce que ce n'est pas ma spécialité, mais il y a quand même quelques questions, c'est-à-dire que l'important de ces modèles d'évolution de terre primitive, c'est quand même d'arriver à... Ils sont contraints par les observables et il faut qu'ils fitent avec les observables quand même. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, il faut faire un parallèle et c'est ça qui rend les modèles plus robustes. Donc il y a quand même des questions qui ressortent de façon importante. Donc avec ce que je vous ai présenté dans le mode de refroidissement, d'où viennent les panaches profonds aujourd'hui? On en a, plus ponctuels, plus larges, Trapezoidecans, c'est 70 millions d'années, c'est beaucoup de magma, il va falloir l'expliquer. Il y a des îles océaniques, ça fait des points chauds plus restreints. On va regarder, c'est facile, bon, c'est connu, hein, mais c'est juste comment ça rend un modèle par rapport à ce qu'on a discuté avant. Mais du coup aussi, qu'est-ce que serait que ces LSVP ici, ou les ultra-low zones qui sont cette zone-là? Bon, je vais en parler un tout petit peu. Le reste, je ne vais pas en parler. Il faut que ces modèles permettent de tenir un champ magnétique pendant 80 milliards d'années. Bon, ça fonctionne bien, mais je ne vais pas en parler maintenant. L'eau à la surface a été d'abord piégée dans le sol magmatique, puis relâchée ensuite. Il y a quelques très beaux papiers qui sont sortis là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'eau à la surface à partir du moment où on piège au fond un magma qui peut contenir un peu d'eau pour le relâcher ensuite. Même si les différents impacts postérieurs éventuellement à ceux qui ont formé la Lune, celui qui a formé la Lune ont pu balayer complètement l'eau à la surface, ben c'est pas grave, on a piégé à l'intérieur, il y a des moyens de le faire sortir, c'est joli. Et pour Vénus, que s'est-il passé? Vénus, c'est pas comme la Terre, presque la même taille, presque le même noyau, pas de champ magnétique, pas de tectonique des plaques, une atmosphère très riche en CO2. Alors la réponse très simple, c'est il n'y a pas eu de moonform impact. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'il y a comme du volcanisme sur Vénus. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps aussi. Il y a des choses un peu comme ça. Donc aujourd'hui, eh bien, il existe toujours des zones chaudes, soit naturellement, parce qu'elles sont proches du noyau, soit parce qu'il y a des hétérogénéités thermiques dans le manteau. Les deux cas de figure ne vont pas mener exactement au même résultat. Quelque chose qui est chaud, très proche du noyau, comme les panaches pour les îles océaniques, comme la Réunion par exemple, ou Hawaï, bon, bien, c'est la même ligne, je n'ai même pas changé de graphe, que celle que j'avais tout à l'heure, parce que tout à l'heure, il y avait un manteau très chaud au milieu, mais là, ici, on part de plus loin. S'il se trouve que ça va être des volumes petits, on va remonter jusqu'à là, on peut fondre très profondément, mais on sait qu'on ne voit plus de chromatique aujourd'hui très profonde, donc probablement, on doit avoir soit un gradient un peu plus plat, soit on remonte de profondeur plus basse, ou aussi parce qu'il faut remonter, donc on ne suit pas exactement la diabète, mais en remontant, le panache va finir par se refroidir et puis on fond à une certaine profondeur. Malheureusement, pour des petits volumes comme ça, la Réunion, par exemple, ce sont surtout les réactions chimiques à la surface qui contrôlent la composition chimique des laves. Donc on ne sait pas exactement d'où elles viennent, mais c'est pas très dur de faire monter des panaches de très profond en suivant leur profil de décompression adiabatique ou ces zones-là. Oui, on va pouvoir remonter du matériel. Dès qu'il est un peu plus chaud, naturellement, la dilatation thermique, il va remonter et puis il va fondre ici proche de la surface. C'est tout à fait normal. Hein.
comme la remontée aussi du profil actuel, hein, qui crée des basaltes sur les rives océaniques. Mais là, on est un peu plus chaud, donc on va avoir potentiellement des compositions chimiques différentes, comme pour les îles Borona ou d'autres types de systèmes comme ça. C'est pas impossible. Là, ici, la fusion risque d'être plus basse pression et d'une plus petite quantité de fusion partielle que pour les autres, donc ça ne pose pas de problème. Pour les ultra-low zones, moi je ne sais toujours pas ce que c'est. Certains faits seront là aussi. Il y a plusieurs interprétations. Encore une fois, je répète, les ultra-low ULVZ, c'est de son type des petites zones qui ne sont pas continues comme c'est montré sur cet ancien diagramme. Ça peut être l'interaction avec le noyau, ça peut être la fusion de basalte enrichi en hydrogène, ça peut être tout un tas de choses, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, je ne pense pas que c'est la solidification de son magmatique profond, mais bon, ça pourrait éventuellement être. Je ne suis pas dogmatique à ce point. Pour les LSBP, on a des données beaucoup plus précises maintenant depuis 2 travaux 2021-2023 qui ont fait de la tomographie sismique et qui ont observé quelles étaient les différences entre ces zones profondes et le reste du manteau. Donc, dans un papier, Villela et al., donc des Français principalement, pas seulement, mais montre que le taux de MGO dans ces LSVP doit être plus faible que dans le manteau environnant. Et en 2023, Deng et al. Montrent que le taux de bridgemanite doit être plus élevé, ce qui est exactement la même chose. Hein. Si vous diminuez un peu le taux d'MGO, vous augmentez le taux de bridgemanite. Les deux papiers ont conclu, avec des points d'interrogation, que c'était probablement de la motion, parce que c'est à la mode, mais en fait, c'est faux. Bon, j'ai discuté avec les deux docteurs. En fait, c'est parce que c'est à la mode, donc c'est bien de finir un article en disant ça passe plus facilement sur l'IAPEC, mais c'est le contraire, en fait. S'il y a moins d'MGO, les laves mafiques sont riches en MGO, donc c'est pas marché, au contraire, c'est incompatible avec un magma profondo mafique, et ça suggère plutôt une origine primitive ou un enrichissement bridgemanite. Ce qui les a fait pencher vers cette hypothèse, c'est qu'il y a effectivement un taux élevé de FeO qui est incompatible, qui va normalement vers les liquides. Donc, c'est pas très clair exactement ce que c'est. On est toujours. Mais c'est peut-être cette zone qui n'aurait jamais fondu, qui serait un matériel primitif un peu plus oxydé que la Terre et qui serait donc un peu plus riche en FeO. Des choses à accepter à propos de ça qui ne sont pas complètement résolues. Mais encore une fois, c'est un modèle, disons, à gradient chimique assez simple, probablement, avec des petites variations chimiques significatives. Bien sûr, on pourra raccorder ça avec les modèles géochimiques qui existent autour de ça. Je ne peux pas rentrer, je ne sais pas rentrer dans les détails. Alors, je vais faire un résumé là, de ce que je vous ai raconté. La Terre est caractérisée au premier ordre, en plus de son volume, sa taille, noyau, manteau, de sa distance au Soleil dans la zone habitable, par l'impact géant, qui, selon moi, la propulse dans les extrêmes chauds des planètes telluriques de cette zone, de toute zone d'ailleurs. La première phase de refroidissement extrêmement rapide. L'état final ne dépend pas tellement de la température maximale pendant l'impact, sauf si on laisse un petit peu de matériel non fondu au fond. Et si on fait une vaporisation gigantesque, en passant sur des températures extrêmement supérieures à 5-6 000 degrés à la surface, on va commencer à vaporiser tout. Bon, ça peut jouer, mais sinon, ça ne joue pas tellement. Ce qui veut dire, d'une certaine manière, que ce type de planète est susceptible de se reproduire un peu partout autour de n'importe quelle étoile, sachant que les groupes des astrophysiciens, ils modélisent assez bien au niveau de la formation des planètes, que ce type d'impact géant est fréquent pour la formation des planètes telluriques dans les zones dans lesquelles la Terre se trouve, avec 1 ou 2 impacts géants à la fin de la formation, parfois 0. Dans la phase 2, moi j'ai du mal à faire la différence encore entre ces deux points. La différence géologique, c'est qu'il nous reste des terres invisibles, dans l'autre il ne nous reste pas, mais
Il semblerait, d'un point de vue géodynamique global et des diagrammes de phase, que ce qui compte, c'est que on a encore longtemps de la fusion permanente dans le manteau supérieur, au début peut-être très permanente, qui crée ce découplage très net entre la croûte stagnante et le fond, et puis progressivement une solidification dans cette zone avec des panaches chauds qui continuent à remonter régulièrement pour faire des laves très intenses et très volumiques à la surface. Un couplage visqueux qui commence à générer des remontées non seulement du bas, mais aussi l'amorce de subduction. Et puis des échanges chimiques, peut-être l'oxygénation de l'atmosphère qui se produit de façon concomitante avec cette évolution. Dynamique de la Terre moderne, ça aurait mis donc quand même 2 milliards d'années, mais ça fait aussi, j'ai peut-être un peu l'historique, là, on rentre dans le plus connu. Hein, maintenant, effectivement, depuis le Protérozoïque, c'est pas beaucoup changé, l'évolution dynamique de la planète. On a aussi, grâce à l'impact géant, récupéré un noyau extrêmement chaud, qui est pas très loin, qui se refroidit de 300, 400 degrés, 500 degrés. Mais sans cet apport de chaleur initiale, il est possible qu'on ait plus de depuis très longtemps. Du coup, pour s'amuser, j'ai mis ici un diagramme avec les exoplanètes répertoriées en 2019. Donc ici, c'est le nombre de rayons terrestres par rapport à la Terre. Ici, la Terre est ici, donc à 1 rayon terrestre. Nombre de masses terrestres, donc la Terre, elle est à 1 ici. Et tout ça, ce sont des planètes qui ont été répertoriées, soit par des déplacements de leur étoile, soit par le passage devant l'étoile, c'est les RV et TTV. Alors, c'est plus facile de voir des grosses planètes qui affectent les mouvements du Soleil ou qui font une ombre sur le Soleil. Donc, c'est pour ça qu'on est là, mais ça commence à gratter auprès des... On commence à en découvrir à proximité des conditions de la Terre. Je répète ici, donc, que si vous avez pour un même rayon beaucoup de masse, vous allez avoir des choses qui ont plus de fer, silicate. Ici, il y a 1/3 de noyau, 1/3 de manteau, et après, si vous remontez par là, vous avez pour un rayon donné une petite masse, donc c'est des petites densités, donc des planètes gazeuses qui vont être plus là-haut. Uranus et Neptune, donc on va chercher, si on veut une planète comme la Terre, on va chercher des planètes par ici. Bon, on peut dire que peut-être dans 10-15 ans, on en aura 250 par ici. Probablement. Donc 250 par ici, c'est-à-dire si on veut savoir laquelle serait comme la Terre, c'est quelque chose, c'est une blague, eh bien, on devrait aller chercher les planètes qui nous vivent, parce qu'elles ont des chances, si elles ont sur notre Terre, d'avoir une évolution similaire. Et donc, on a plus de chances de trouver la chambre magnétique et de l'eau à la surface, etc. sur Merci. Il y a des questions. Merci Denis. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, merci beaucoup. Je travaille aussi sur l'oxygénation de la Terre, enfin de l'atmosphère plutôt, et je trouve ça super l'idée d'une oxygénation d'origine abiotique et non pas cyanobactérienne entre autres. Ma question c'était par quel mécanisme on peut transporter des grandes quantités d'oxygène depuis le manteau profond en passant par le manteau réduit supérieur sans justement faire réagir cet oxygène et qu'il puisse se dégazer dans l'atmosphère au-dessus. Alors, déjà, dans la biblio concernant les rides, par exemple, soniques, les basaltes, toutes les laves, je crois qu'il est accepté, probablement controversé, mais il est relativement accepté que il n'y a pas eu de changement redox majeur des laves, c'était pas réduit, les laves n'étaient pas réduites à l'archéen ou avant, donc elles étaient déjà oxydées. Donc le fait que la Terre était réduite
à la surface est une chose, mais il se peut qu'il y ait eu une arrivée assez constante d'oxygène à la surface, en particulier dès qu'il y a eu des blocs qui sont remontés, donc chez Sébastien Courant, c'est pas haut, on est un séminaire il y a des jours, 15 jours là-dessus, il y a des pulses d'oxygène à la surface, il y a des overshoots très forts de l'oxygénation, donc c'est comme là, elle est lissée, mais il y a des choses qui ne sont pas super bien comprises et que selon la spéculation qu'on fait, pourrait être voilà ici des pulses ici, bien avant qu'il y ait cette transition réelle, il y avait déjà des pulses ici d'oxygène qui pourraient être liés à des remontées de panache profondes, des choses comme ça. Le mécanisme proprement dit de transfert d'un gros panache qui serait plus oxydé, qui viendrait d'en bas au passage à l'atmosphère, il faut que ça reste par la fusion partielle. Après, je ne sais pas trop où aller chercher. Il y a les bifs, il y a plein de trucs. Enfin, c'est compliqué, l'oxydation. Tu sais, moi, sur mon truc. Je sais, il y a des zones très oxydées qui sont observées, il y a des zones plus réduites, c'est pas progressif. Ce que je sais, moi, d'un point de vue purement matériaux, c'est que il y a le problème des buffers. Et le buffer, c'était quoi je spécule assez fort, hein, mais j'ai l'impression que c'était quand même le sol. Le sol avec tous ces minéraux réduits qui n'avaient pas de magnétique, il n'y avait pas de hématite, il n'y avait rien à la surface en fait une partie. Donc il y a même si on apporte de l'oxygène, de toute façon il y a tellement de choses à oxyder à la surface qu'on ne va pas changer vraiment le buffer. Là on est sur un buffer assez réduit avec sur métal FeO, grosso modo, la surface ça peut être un peu différent, je ne sais pas quels sont exactement les minéraux qui contrôlent le réseau à ce moment-là, mais il faut apporter une quantité énorme d'oxygène avant qu'on puisse faire une transition. Donc le fait, parce que à la suite de papier, on a reçu sur le changement ici, la transition tectonique est beaucoup plus lente, beaucoup plus progressive que le changement ici du GOE qui est beaucoup plus rapide. Mais quelque part, c'est pas très gênant, surtout le fait qu'il y ait ces pulses, on crache l'oxygène à la surface, mais il est réabsorbé par le buffer jusqu'au moment où on change de ça répond à ta question. Mais... Question. En fait, ce qui se passe sur la surface, ça m'intéresse à l'époque ADN. Est-ce que c'est la composition ultramagique ou plutôt magique, à votre avis? Et est-ce que après le modèle géochimique, il y a un bon moment de subduction de cette croûte ADN dans le manteau? Quelle est l'histoire de cette protocroûte à votre avis? Très très tôt. Oui, à l'époque ADN. Ben, je ne sais pas. C'était après votre naissance, ça avait refroidi. Ce petit film là, ouais, j'ai compris. Voilà. Ce petit film là, justement, c'était, je me posais cette question. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe à la surface? Qu'est-ce qui se passe avec le petit film là ici là? Qu'est-ce qui se passe à la surface alors qu'on est là? Parce que il y avait des articles sur ce qu'ils appelaient rock vapor, donc chez des Américains principalement, je sais plus comment il s'appelle, Zanle et puis d'autres personnes de cette époque, qui disaient bon voilà, de toute façon, en plus ce qu'on va mettre dans l'atmosphère, c'est de la vapeur de silice, des géos, des roches, et donc elle n'absorbe pas la radiation, donc ça va continuer à se refroidir. Et si on fait ça quand on refroidit, en fait, si on fait CMAP4, on regarde la température à la surface, c'est gigantesque le taux de chaleur. Donc on est obligé quand même, assez rapidement, une fine couche qui va se générer, mais elle aura quasiment la même composition chimique que le reste. C'est thermique. C'est vraiment thermique. Mais après, assez vite, cette route, après, on prend la complexité des premiers continents et tout, et ça, c'est compliqué. Hein. Assez vite, on va commencer à refondre, à commencer à faire de la... Avant que les continents se forment. Ce qui correspond à l'époque des formations des en même temps, plus
c'est pareil, hein, si on solidifiait de la pyrolite, l'idée aussi derrière, c'est que la pyrolite, c'est le liquide qui est repoussé une fois qu'on a dégagé un peu de prismanie par là. Hein. Et donc, tout le manteau supérieur, parce que le processus de solidification dans le manteau supérieur est beaucoup plus compliqué. Il y a plus de phases, c'est l'olivine qui prend le pas, c'est plus la prismanie et tout ça, donc c'est pas une chose. Il y a des autres techniques très claires, donc on peut cristalliser de façon homogène dans le manteau supérieur le manteau sans faire la ségrégation chimique. Donc l'idée c'est qu'au fond on a quelque chose qui cristallise, qui se solidifie avec la prismanie, et tout le reste il solidifie quasiment de façon technique, c'est-à-dire presque homogène en chimie. Donc après ce qui se passe en surface, À propos de la zone, des secondes, là, où est-ce qu'il y aurait des traceurs géochimiques qui permettraient de distinguer, je suppose qu'il y a plein de contaminations quand ça remonte, etc. Est-ce qu'il y a des traceurs géochimiques qui permettraient de distinguer si c'est primitif, chondritique ou autre chose j'imagine que ça se saurait, mais en fait, genre azote 15. il y a l'hélium, l'hélium 3, il y a l'hélium, il y a le tungstène. Donc, récemment, on attribue certaines remontées à des échanges avec le noyau, parce que ça vient des ULBZ, ultra-low-zone. C'est pas simple à dire. Pourquoi? Parce que les gens sont en train d'imager les larges provinces, LSDP, parce qu'elles sont assez grandes pour qu'en sismique, on puisse non seulement les voir, mais en jouant avec les traitements, à aussi voir qu'elles ne sont pas forcément complètement homogènes, elles font des doigts en mettant tout à phare, toute la région de l'Afrique. Les gens commencent à dire qu'ils voient par tomographie sismique des continuités entre la LSDP qui se trouve au sud, l'ouest de l'Afrique et ces régions-là, donc des panaches qui remontent de cette zone-là. Donc les gens essayent de comprendre si ça remonte, pourquoi ça reste en bas, est-ce qu'on a des associations avec... mais ça c'est différent de la Réunion ou d'Hawaï où il y a des signatures. Mais je parle de choses que je connais, sur lesquelles j'entends, mais je ne suis pas très là-dessus. Il y a au niveau des ULBZ, il y a des traceurs d'hélium qui disent que c'est primitif, le tungstène qui dit qu'il y a des interactions avec le noyau, d'où viennent exactement les points chauds de la Réunion, par exemple, parce que ça vient des ultra-low-zones, ou alors c'est sur les bords ici qu'il y a des interactions chimiques, parce que thermiques, parce que ça devrait être un peu plus chaud que le manteau, et ce qu'ils refont partiellement. On n'a pas... Il y a des idées, il y a des choses qui se disent. Avant, on pensait que c'était vraiment le GeoBZ qui générait les points chauds. C'est possible, c'est probable. Mais après, la géochimie, elle est très aveugle sur l'origine. Parce que, en plus, c'est pas immobile, hein, tout ça, ça circule. Donc, le temps que ça remonte, l'enclos a bougé, la peau s'est déplacée de milliers ou dizaines de milliers, pas de milliers de kilomètres. Donc, la relation chimique géophysique, elle n'est pas très simple. Et ça commence, il y a des modèles 3D, un peu comme il y a des modèles 3D, comme fois je parle de ça, ils commencent à faire, avant la reconstruction des continents, etc., ils commencent à refaire ça en 3D, c'est-à-dire de regarder comment les mouvements internes font que les plaques plongeantes se sont fait tirer, déplacer, il y a des continuités entre des régions qu'on n'avait pas vues avant, on commence à avoir un peu de 3D d'histoire dynamique. Moi, personnellement, j'aurais tendance à penser que les ULVZ sont un matériel réellement étranger, que ça soit du basalte descendu qui font partiellement, soit des remontées ici, parce que la graine, en recristallisant, recrache d'oxygène. Donc, il y a peut-être des zones ici qui sont vraiment d'interaction du tungstène et des chevaux, peut-être des interactions
avec le noyau, ou de la fusion de matériaux ici qui seraient descendus, des basaltes qui arriveraient au fond et qui créeraient ces de ces zones, alors que le SVP, c'est quelque chose de très primitif et propre à la solidification du manteau. D'ailleurs, dans les tomographies sismiques, bon, ils voient un contraste, mais attention, hein, c'est une tomographie sismique, hein, donc ils ont tourné les boutons, hein, dans les contrasteurs, on ne les avait pas vu avant, hein, donc voilà, hein, donc ça sort ici parce que c'est quand même du manteau. Hein, il y a un peu plus de brise-granite, un peu plus de fer, mais c'est vraiment du manteau. Les ULVZ, il y a 10% de variation de vitesse, et c'est pas vraiment le même matériau. On n'a pas pris un essai de soufre aussi. Je ne sais pas si c'est observé du film. Merci Denis pour cet exposé très insightful, je dirais. Alors, tu as parlé beaucoup de modélisation, tu as montré beaucoup de courbes de profil de température, par exemple, en fonction de la pression, profondeur. Alors, je me demande quelles sont les incertitudes sur ces courbes modélisées. Et j'imagine aussi que derrière, il y a des vrais chiffres expérimentaux avec des vraies incertitudes. Et ma deuxième question serait, quel est finalement l'apport de l'expérimentation dans ce domaine qui, je vois, est largement dominé par la modélisation, je dirais. Quels sont les challenges expérimentaux dans ce domaine? Alors, je fais des allers-retours pour essayer de répondre correctement. Bon, les incertitudes dépendent de la qualité des expériences, hein, et de la reproductibilité. Donc, quand on arrive là, on se dit que ça commence à converger un peu, surtout que il n'y a pas de papier qui contredisent, donc c'est que ceux qui ont essayé, vous ne trouvez pas loin, parce qu'il y en a qui ont essayé forcément. Alors, récemment, par exemple, on a fait un papier sur les mesures de température dans les cellules diamants. On a tout changé de 150 degrés, 200 degrés vers le haut et vers le bas, mais la barre d'erreur ici, donc elle va être de 300 degrés. Et il va y avoir des erreurs sur les courbures. Après, ici, on n'en sait rien. Par exemple, on sait que le manteau n'est pas fondu au-dessus du noyau. Donc, on est au-dessus des courbes de fusion. Si c'est de la périodite ou de la pyrolite qui se retrouve en bas, il ne faut pas qu'elle fonde. Donc, on est forcément en dessous. Maintenant, est-ce qu'on est là ou de plus bas de là, il y a 600 degrés, ou peut-être plus, puisque, comme on dit, ces ULVZ sont partiellement fondus. Il faut quand même qu'on trouve un matériau géologique qui, lorsqu'il est fourré là-bas, ils fondent partiellement. Donc, c'est pour ça qu'on met souvent, on utilise cette courbe du basalte et on se met entre les deux ici. La pyrolite ne fond pas, le manteau ne fond pas, mais si je mets un basalte qui a un peu d'eau dedans et que c'est bleu, ben, lui, ce serait bien qu'il fonde. Comme ça, je fais ces zones. C'est rapide, hein, mais c'est ce qu'on fait. Donc, ici, là, les erreurs sur le courbe de fusion du noyau sont fortes, et puis on a calé ici les adirates. Après, les paramètres thermodynamiques des différentes phases sont assez bien contraints. Les paramètres sont assez bien contraints. Donc, les adirates et tout ça, tous les profils sont plutôt bien. Maintenant, c'est pas sûr qu'aujourd'hui, en fait, là, je veux dire refroidissement progressif, mais c'est pas sûr qu'on soit parfaitement adiabatique aujourd'hui. Ça se trouve, on est encore un petit peu super adiabatique. Peut-être que le profil n'est pas exactement comme ça, mais à part tout ça, ça va être protégé par des gens comme Bung ou d'autres gens comme ça. Peut-être qu'on n'a pas complètement atteint l'état, puisque c'est très visqueux, hein, c'est secondes, je crois. La cellule diamant est le seul instrument qui va au-delà de 1000-1500 km pour les températures qui nous intéressent. La multi-enclume va plus haut, mais pour de basses températures. Donc, la cellule diamant souffre de graves problèmes qui sont des ségrégations chimiques dans le laser, donc il faut faire attention. Maintenant, le solidus, c'est le moment où on commence à fondre, c'est après qu'on ségrège, avant on ségrège pas trop. Donc c'est pour ça que ce qu'on fait, on fait de la modélisation thermodynamique, hein, que tu connais ici, c'est que je ne vous l'ai pas décrit ici, mais ce diagramme de phase ici,
En fait, il est construit sur la base de quelques infos qui sont le solidus. Si on prend une pyrolite qu'on la met dans une cellule diamant, au moment où on fond, ben, on met un point ici. Donc on a ici une température où on voit finalement que ça ne change pas beaucoup pour la périodite, la pyrolite, le matériel chondritique. Ils ont à peu près le même point de fusion à 130 GPa, on sait faire assez bien, ça, avec plus ou moins 200 degrés d'erreur ici sur la courbe de fusion. Puis après, on dit, bon, ben, on va regarder la composition du liquide. Donc ça, c'est toutes les études de FIB, TEM qui ont été faites au Japon, à Paris aussi, et on en a fait quelques-unes, qui essayent de regarder quelle est la compo des premiers liquides dans les pressions extrêmes. Donc on a ici une barre d'erreur sur la composition chimique des premiers liquides qui se font, mais on a à peu près. Et puis ça, c'est la température de fusion de la brise pure que j'ai fait il y a quelques années. Donc après, bah voilà, ça va pas être plus caricatural que ça, mais c'est pas mal en fait. Ça permet de décrire exactement combien on a de liquide, quelle est la compo du liquide. Et là, le liquidus, il est là parce que si tu prends de la pyrolite et que tu chauffes et que tu tombes là, bah, ça tombe pas loin d'une mesure un peu sale qu'on avait fait il y a quelques années. Donc voilà, on avance comme ça, mais ça va pas changer le big picture. Après, tu peux tout recaler un petit peu là-bas, mais après, une grosse incertitude, c'est ici, c'est que autant le géotherme, on le connaît bien, parce que c'est le profil adébatique du manteau. Donc si on est au moment de 100 degrés, 150 degrés, ben, on voit que dans le passé, on fond un petit peu le manteau. Mais en fait, il se trouve que la courbure ici est extrêmement importante. Ça, c'est ce qu'on a fait sur la pyrolite, mais on avait fait des mesures avant sur la chondritique et sur la pyrolite, ça n'a pas encore été fait. Mais là, il se peut que, comme c'est un système complexe, c'est pas une grenade, c'est pas une grenade. C'est pas la même quantité de pyroxène, ceci, cela, avec la calcium perovskite, il y a plein de phases. Si on change la courbure ici, en fait, on se retrouve avec des zones de fusion qui varient assez fort entre assez proche de la surface, on peut avoir des zones de fusion partielles ici, plus solides. Les changements de pente ici qui sont mal contraints, on a un effet sur la modélisation qu'on peut faire après sur la vitesse de refroidissement au cours de l'archéen. Donc, c'est pas très simple. Après, ce qu'on fait maintenant, c'est aussi voir les liquides, est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont buoyants ou non. C'est quand même une grande question. C'est-à-dire que si ici on fond, on fait le baroton, on les voit, les surfaces, ils sont là. Hein, pas trop tortiller. Ici, le Monroe, on les voit aussi. Mais comment sont remontés? Est-ce qu'ils sont remontés vite, pas vite? Quel est leur contraste de densité par rapport à un manteau moyen? Est-ce qu'il y a eu d'énormes poches présentes ou pas? Comment ça s'est passé? Là, on est vraiment dans le flou, mais ça on peut faire, on peut faire des densités. Donc, la lutte on continue à avoir des challenges, parce que c'est pas simple de faire de la fusion partielle de façon très contrôlée. On a des méthodes, mais c'est bien. On a des analyses chimiques qui sont super, c'est pas de problème, on fait tout ce qu'on veut, on partage des éléments de traces et tout ça, c'est très bien. À la limite, la géochimie est presque plus faiblarde, parce qu'on a des données, on ne sait même pas trop comment les comparer, parce qu'on a des traceurs, mais c'est pas bien les valoriser, parce que par rapport à la géochimie, qui ne fait pas tellement d'infos dessus. Et la cellule diamant, bah, on essaie de modéliser des précisions, mais bon, c'est pas un outil génial. C'est un outil génial pour faire pression température, c'est clair, mais pas pour faire la chimie. Question? Eh bien, on va souhaiter. On va s'arrêter là. Alors, Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Bon appétit à toutes et tous. On vous donne rendez-vous le 12 octobre avec la mission de Jousse et Nicolas André, le 12 octobre, le prochain grand séminaire. Voilà, merci à tous. Merci de vous.